Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du stack de mon application. Ça m'a été pas mal demandé à cette vidéo qui s'affiche juste ici ou juste ici, dans laquelle je parle des chiffres de mon application et du principe de l'application. Et je me suis dit pourquoi pas justement faire une petite vidéo par rapport à ça. Alors mon application c'est Shinobi Japanese, tous les liens sont dans la description pour la télécharger, rejoindre le Discord, etc. pour ceux qui veulent l'essayer. N'hésite pas d'ailleurs à regarder les vidéos précédentes si tu veux voir un petit peu l'intérieur de l'application, je vous montre le code, etc. Et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où on va expliquer un peu tout l'envers du décor, l'infrastructure, la base de données, tout ce qui va être front-end, back-end et processeur de paiement. Je pense que ça peut être intéressant, d'autant plus qu'on utilise vraiment beaucoup d'outils. Donc ça va être une vidéo dans laquelle on va détailler tout ça. Et puis voilà, c'est tout, c'est parti, on va regarder tout ça ensemble, let's go. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous expliquer en 30 secondes le principe de l'application. C'est tout simple, le but c'est d'apprendre le japonais avec des histoires illustrées qu'on peut écouter ou lire exactement comme un manga. Le but c'est d'apprendre les mots dans leur contexte, on peut cliquer dessus pour avoir plus d'informations sur le mot, notamment la forme de base, les prononciations, les différentes écritures et des exemples. À la fin de l'histoire, on a quelques exercices pour vérifier la compréhension, et on a un système de récompense qui permet de garder l'utilisateur motivé. Et enfin, une des fonctionnalités phares de l'application, c'est le système de bookmark et flashcards. On peut ajouter des mots à nos favoris et ensuite les réviser avec des flashcards à répétition espacée. Allez, c'est parti, on va commencer avec le front-end et on ira ensuite de plus en plus en profondeur. Donc, le front-end, c'est tout simplement du React Native. Alors pourquoi React Native? Déjà parce que JavaScript, c'est le langage que je connais le mieux, et aussi parce que ça nous donne assez de flexibilité au niveau de la portabilité du code, puisqu'on peut le mettre sur Android, iOS et sur web, tout ça avec un seul code, quelques petits changements, mais c'est vraiment minimal. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On utilise également Redux, ou Redux pour les anglais, pour notre state management de l'application. Je sais que c'est controversé, mais moi j'aime bien l'utiliser. On utilise aussi Expo. Alors ça, c'est vraiment une des choses que je préfère le plus dans notre stack. Pourquoi Expo? Alors il y a vraiment plein d'avantages. Le premier déjà, c'est que c'est très facile de débuter avec Expo. Il y a très peu de friction puisqu'on n'a pas besoin d'avoir accès et de toucher au code natif. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de Xcode, on n'a pas besoin d'Android Studio. C'est toute une couche de complexité qui s'enlève tout d'un coup, et donc c'est vraiment, on peut se focus sur le code JavaScript et sur l'application en tant que telle. On a aussi plein d'outils qui sont intégrés, notamment la géolocalisation, les notifications, iOS Transparency, qui va nous permettre de demander à l'utilisateur de traquer ou non ses datas, la caméra, etc. Donc on a plein d'outils, encore une fois c'est vraiment une boîte à outils, c'est super intuitif à utiliser, donc je recommande totalement. On a aussi un avantage au niveau du déploiement puisque c'est super simple de build l'application, ensuite de la soumettre au store. On a un système qui s'appelle les OTA. OTA, c'est Over the Air Update, qui va nous permettre d'envoyer des updates sur le téléphone de tous les utilisateurs qui ont l'application avec le même numéro de version qu'on a actuellement sur notre environnement de développement, et de ne pas avoir à repasser par la soumission des stores, donc App Store et Android Store. Donc ça, c'est vraiment super pratique. Et ensuite, on a la facilité au niveau du développement, puisqu'on peut directement avoir notre environnement de développement sur un appareil mobile physique, un vrai appareil, grâce à l'application Expo Go, qu'il suffit d'installer sur le téléphone. Et ensuite, on peut avoir accès directement à l'environnement local grâce au réseau Wi-Fi. Ça va nous permettre ensuite du coup de pouvoir débugger sur des vrais appareils. Il y a certaines choses, notamment les notifications, qui ne peuvent être testées que sur des appareils physiques. Et donc là, dans ce cas-là, c'est super pratique. Le back-end. Alors notre back-end, il n'est pas très gros, honnêtement, on n'a pas énormément de back-end. On a un back-office, si on peut appeler ça comme ça, qui est fait en Next.js, qui nous permet de générer les histoires. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'application, je vous renvoie à cette vidéo pour vraiment comprendre le principe de l'application, qui est en fait d'apprendre le japonais en lisant des histoires. Donc on va générer toutes les histoires à partir de ce back-office. Et donc c'est là où il va y avoir pas mal de code au niveau du back-end. On va aussi pouvoir mettre à jour les profils des utilisateurs, on va pouvoir envoyer des notifications groupées et gérer quelques trucs liés à l'application en elle-même. Et on a aussi des Google Cloud Functions qui sont en fait tout simplement des bouts de code qu'on peut exécuter sur un serveur de Google. Et là, c'est majoritairement pour stocker des clés privées, donc c'est plutôt un endpoint qui va nous permettre de récupérer les clés privées pour ne pas les stocker dans le code compilé de l'application et ne pas l'avoir directement dans le code source, même si on peut utiliser des variables d'environnement et les Expo Secrets qui permettent aussi de stocker des informations sensibles, mais c'est pas aussi robuste puisque ça reste quand même dans le code de l'application et tout le monde peut le télécharger et fouiller dedans. Alors bien évidemment, ces endpoints sont protégés, et notamment par un outil dont je vais parler juste après. Pour l'authentification, on utilise tout simplement Firebase. Base de données et gestion du contenu. Alors on va commencer par la gestion du contenu.
Il nous fallait bien évidemment une interface qui soit intuitive pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas en code pour pouvoir ajouter du contenu à l'application. Pour ça, on a utilisé un CMS qui s'appelle Sanity. C'est dans Sanity qu'on va pouvoir mettre tout le contenu de l'application, notamment le contenu des histoires, les images. On va pouvoir mettre tout ce qui va être par exemple le nombre de points d'expérience que l'utilisateur va gagner en complétant une histoire, en complétant un exercice. On va aussi pouvoir organiser les histoires par niveau. Donc c'est vraiment là qu'on gère tout le contenu. Pour la base de données, on utilise Firestore. Donc c'est là qu'on va stocker toutes les données utilisateurs, les histoires qui ont été générées grâce à notre admin et à notre back-end, si on peut dire ça comme ça. On va aussi avoir notre dictionnaire pour les mots, puisque ceux qui ont testé l'application, vous savez qu'on peut cliquer sur tous les mots qui sont dans l'application au niveau des histoires pour avoir des informations comme la définition, les prononciations, les différentes écritures dans les différents alphabets, des exemples, etc. Donc tout ça, c'est au niveau de Firestore. Paiement, analytics et tracking. Pour le système de paiement, on utilise RevenueCat. RevenueCat, c'est ce qui va nous permettre de faire le pont entre les stores, donc l'App Store et le Google Play Store, et notre application. On utilise bien évidemment le dashboard de cette application, de cet outil, pour pouvoir voir où on en est au niveau de notre MRR, des revenus et aussi plein d'autres informations en rapport avec le client. Ensuite, on fait bien évidemment de la publicité sur Google, Facebook, Instagram, etc., TikTok, et on traque tout ça au niveau de AppFlyer. C'est une application qui permet de faire le lien entre les utilisateurs qui viennent de ces plateformes et notre application pour attribuer les revenus et les installations aux bonnes publicités. Puisqu'on parle d'analytics, évidemment, on ne peut pas oublier le mastodonte Google Analytics. C'est là où on passe le plus de temps, c'est là où la plupart de nos données sont. Donc vraiment un des outils les plus indispensables quand on a une application. Tout ça, c'est relié à Firebase Analytics. C'est plus ou moins la même chose puisque les deux sont reliés entre eux. C'est tous les deux des produits Google de toute façon. Et on utilise bien évidemment les analytics de l'App Store et du Google Play Store puisqu'il y a quelques données qui sont vraiment spécifiques au store et c'est super intéressant de les regarder, notamment pour la rétention, l'installation, le nombre de personnes qui ont la dernière mise à jour, combien de pourcentage des utilisateurs sont encore sur d'anciennes mises à jour, etc. Pour le testing, on utilise majoritairement TestLab de Firebase, ce qui va nous permettre de faire du end-to-end testing, c'est-à-dire reproduire l'expérience d'un utilisateur en cliquant un petit peu sur tous les boutons et voir si l'application crash. Et pour du test qui est un petit peu plus ciblé sur un appareil mobile en particulier ou sur un OS spécifique, on va utiliser Lambda Test, ce qui va nous permettre d'avoir accès à des vrais appareils mobiles, des appareils mobiles physiques qui sont hébergés par l'entreprise et dont on a le miroir directement sur le site, ce qui nous permet d'installer notre application et de pouvoir la tester en direct. Alors on utilise quelques autres outils, notamment AppCheck de Firebase, c'est ce dont je parlais juste avant au niveau des Google Cloud Functions. C'est ce qui va nous permettre d'authentifier les requêtes vers tous les produits Google Firebase et notamment Google Cloud Functions pour s'assurer que la personne qui est en train de faire la requête est bien authentifiée avec l'application. Ensuite, on utilise Crashlytics, ce qui va nous permettre d'avoir des reports de bugs et de crash des utilisateurs et de voir en fait la santé de notre application. On utilise également Firebase Storage pour tout ce qui va être fichiers vocaux de text-to-speech qui est fait avec Google Text-to-Speech et pour des backups de notre base de données. On utilise Google Cloud Scheduler qui va nous permettre de faire des backups de notre base de données de façon quotidienne. Et enfin, on utilise évidemment l'intelligence artificielle, à la fois pour le développement, donc moi j'utilise GPT et Claude AI pour pouvoir m'assister pendant le développement, et pour la génération du contenu, des images, pour nous aider dans la rédaction, corriger des erreurs, des typos, etc. On utilise aussi ChatGPT et Midjourney et DALL-E. Alors on va finir cette vidéo en parlant des coûts d'infrastructure. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, s'il y a moyen d'optimiser les coûts, je suis preneur. Et je vous propose de faire la comptabilité sur ce magnifique coucher de soleil que j'ai filmé en rentrant chez moi à Tokyo. Alors pour notre admin, que j'ai appelé back office précédemment, on l'héberge sur DigitalOcean, j'en ai pas parlé juste avant, mais du coup on a un droplet sur lequel on fait tourner cette application Next.js. Ça nous coûte 24$ par mois. Ensuite on a Sanity qui nous coûte 30$ par mois. Expo, c'est des coûts qui sont variables, ça dépend du nombre de builds et du nombre de mises à jour qu'on fait, mais c'est environ entre 50 et 90$ par mois. Google Cloud Function et tous les outils Google Cloud, Firebase, etc. Ça nous revient à environ 4$ par mois. Alors c'est vraiment pas beaucoup. Avant, je vais mettre un screen à l'écran, un screenshot. Avant c'était plutôt 30-40$ par mois jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, comme on a notre admin, on n'a pas besoin d'avoir des Google Cloud Functions pour faire tourner du code en back-end et on peut le faire directement sur notre application Next.js. Donc j'ai juste arrêté d'utiliser les Google Cloud Functions pour tout ce qui est text-to-speech, conversion du texte en hiragana, romaji, etc. Et on fait tout ça directement sur notre application Next.js.
AWS. Ensuite, on a le coût de l'Apple Developer Program qui est de $100 par an, ce qui fait environ $8,33 par mois. On a nos abonnements pour tout ce qui va être ChatGPT, Midjourney, etc. qui nous coûtent environ $60 par mois en tout. Et on utilise pour certaines choses dans l'application l'API d'OpenAI, ce qui nous revient entre 5 et $10 par mois. Pour tout le reste, on est sur le plan gratuit. Alors il y a quelques outils qui vont devenir payants prochainement, notamment AppFlyer, RevenueCat, etc. Mais pour le moment, on n'a pas encore atteint le seuil à partir duquel on doit commencer à payer des frais. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. J'ai essayé d'être le plus complet et transparent possible, donc n'hésite pas à me faire savoir ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, de lâcher un like, et je te dis à bientôt.